Bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous venez d'assister, de voir euh, quelque chose de tout à fait exceptionnel à mon sens, un trésor du patrimoine cinématographique spatial, tourné en 1902, ça fait donc exactement 120 ans, le voyage dans la Lune de Méliès, ce qu'on appelle une féerie cinématographique et qui a été restaurée, nous est prêtée par la Cinémathèque française et qui illustre à merveille, je pense, le débat, le sujet dont nous traitons ici aux Rencontres du ciel et de l'espace depuis 3 jours, avec un petit insert de Méliès qui disait: quel est donc l'homme à notre époque qui pourrait vivre sans féerie et sans un peu de rêve? Et je trouve que c'est toujours éminemment contemporain. La Cinémathèque, qui possède beaucoup de documents sur Méliès et qui a ouvert donc un musée Méliès. Et je sais qu'à l'entrée de cette salle Gaston Berger, il vous a été distribué effectivement un petit document pour pouvoir le visiter si vous restez à Paris. En particulier pour pouvoir découvrir cette exceptionnelle collection Méliès. Alors, ce qui est extraordinaire dans Méliès, c'est l'image la plus connue, c'est l'image de la Lune avec l'obus qui arrive sur la Lune. Et pour moi, Méliès, c'est la première tâche dans la Lune qui ne soit pas naturelle. C'est celle qui est créée par l'homme. Et à l'époque où Tsiolkovsky était sans doute en train de rédiger les équations qui permettaient le voyage spatial, donc il y a 120 ans. Et le thème de notre débat cet après-midi, c'est garder un ciel propre pour une planète habitable. Et c'est vrai que dans un contexte astronomique et spatial actuel, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions qui se posent sur ce que deviendra ce ciel quand nous savons qu'on envisage 100 000 satellites en orbite en 2030, qu'on voit défiler des trains, des traîneaux du Père Noël en quelque sorte, Starlink dans le ciel, et que les observateurs, les astronomes voient apparaître sur leurs clichés beaucoup de lumière artificielle. Qu'en est-il? Quelle est la préoccupation des gens qui ont des projets aujourd'hui à destination du ciel sur l'environnement? C'est un peu la question que nous allons suivre, en faisant un point bien sûr. Merci à mes 4 invités d'être là cet après-midi, parce que nous sommes quand même dimanche, et il paraît qu'il fait beau dehors, je ne sais pas, mais merci à Vincent Faré-Dastier. Vous êtes, vous, fondateur de Zefalto, donc on va en parler avec les ballons stratosphériques. Merci Christophe Bonal, vous êtes ingénieur au CNES, le Centre national d'études spatiales, et spécialisé dans les débris spatiaux, en tout cas c'est une de vos spécialités. Romain Lequin, bonjour, merci à vous d'être là aussi. Vous êtes cofondateur et CEO de Share My Space, donc une start-up qui travaille sur la détection d'objets en orbite. On va en parler avec vous. Et puis, merci à Maury Dufay. Vous êtes, vous, chargé d'études New Space à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Et on va s'intéresser avec vous à la question de l'impact environnemental des lancements et des fusées. Alors voilà, c'est un thème qui est très vaste, très large. Je voudrais revenir un petit peu sur Méliès. En 1783, les frères Montgolfier inventaient la toute première montgolfière. En 1870, pendant le siège de Paris, un certain Ernest Cézanne s'envole de Paris lors du siège de la ville à bord d'un ballon gonflé au gaz d'éclairage. Bon, suivi au XXe siècle par des milliers de vols stratosphériques, une des spécialités scientifiques françaises pour observer l'atmosphère, la très haute atmosphère. Que réveille notre invité, donc Vincent Faré-Dastier, arrière-petit-fils d'Ernest Cézanne? C'est ça, je ne me suis pas trompé? avec un projet pour le moins enthousiasmant dans le monde du New Space, c'est de proposer des voyages bas carbone vers l'espace en ballon. Donc la société s'appelle Zefalto, de Zéphyr du grec, vent d'ouest, et de alto pour altitude. Ben voilà, c'est une belle présentation, hein. Vincent, merci de... Alors vous êtes une start-up, puisque c'est
Je veux dire, le voyage dans l'espace commence à partir du sol. D'ailleurs, la définition de l'espace est quelque chose qui est un peu fluctuant en fonction des avis des personnes. A priori, ça démarrerait à 100 km, mais ce que vous proposez est extrêmement spatial pour moi et évidemment a un lien important aussi avec, et c'est le titre bas carbone, avec l'ambition qui est de conserver un ciel propre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et ce qu'est Zefalto ? Eh bien, merci beaucoup, splendide présentation. En effet, voilà, avec la généalogie incluse, Zefalto, je pense que tout simplement, ça parle de ce qu'on évoquait juste avant, c'est l'émerveillement. Je pense qu'on a tous ici un attrait vers les étoiles, un attrait vers l'espace, et la base, ce qui a commencé, c'était ce regard émerveillé vers là-haut, en se disant, tiens, j'ai envie d'y aller. Et le but de Zefalto, c'est aussi l'émerveillement, c'est de partager cette envie, cet élan vers les étoiles avec d'autres passagers, d'autres voyageurs vers l'espace. Alors, l'espace, comme le disait Alain, c'est une notion qui commence généralement à 100 km. Nous, en ballon stratosphérique, on va aller à 25 km. C'est une altitude à partir de laquelle on voit très bien la courbure de la Terre et on est plongé dans le noir de l'espace. Donc, on a une expérience qui est très spatiale. Et le CNES l'utilise énormément pour ses observations, et en emmenant des télescopes de grande masse, même là-haut, dans des nacelles qui s'élèvent dans la stratosphère, pour avoir une observation au-dessus de 98 ou 99% de l'atmosphère. Et là, on va s'élever doucement, on va proposer un voyage de 6 heures, avec 1h30 de montée, 1h30 de descente, donc ça va relativement vite, mais c'est très doux. Il y a un côté extrêmement contemplatif, on ne vient pas perturber le silence des étoiles. On va aller tout en douceur, sans prérequis physique, dans une nacelle pressurisée, à cette altitude, contempler pendant 3 heures et redescendre tout doucement, l'idée étant de n'avoir pratiquement aucune empreinte carbone durant le vol. Évidemment, il y a quand même la construction du vaisseau et de la capsule, et le fait qu'il faille préparer le vol et utiliser un gaz porteur. Mais l'empreinte carbone actuellement est estimée juste pour le vol à, si ça vous parle, 27 kg de CO2 par personne, donc c'est à peu près un jean. Donc voilà, on est vraiment dans cet élan vers l'espace et cette grande raison, on est vraiment raisonnable dans le coût, dans l'impact. Alors on sait bien que ça ne suffit pas, qu'il y a d'autres choses à faire plus haut et que ce n'est pas forcément avec ces moyens-là qu'on y arrive, mais ce premier élan et en tout cas ce qu'on appelle donc le tourisme spatial qui prend son essor et qui a vraiment pris son essor l'année dernière, voilà, on y apporte une réponse française, une réponse extrêmement respectueuse, parce que voilà, il y a cet élan de se dire je veux aller vers les étoiles, je veux contempler, mais dans ce rêve, je ne veux pas apporter de pollution. Moi, j'étais un grand voileux, j'allais souvent sur la mer, je me suis dit ben voilà, j'ai envie d'aller envoyer vers les étoiles. Et c'est comme ça que Zefalto est né et qui rêve donc de vous emmener tous ici très bientôt, là-haut, à partir de 2024. Vous nous avez amené une petite vidéo pour nous montrer, je crois. Alors voilà, on voit des préparatifs de ballon. C'est vous qui l'avez lancé. Hein. Ah, c'est moi qui l'ai lancé. Oui, absolument. Vous avez je crois, un bouton qui permet, c'est ça la magie de la technique. Et hop. Et je la relance. J'ai l'impression qu'on a une vidéo, une version courte. Je pense que bon voilà, je peux vous décrire la suite. Le ballon s'élève doucement vers la stratosphère et on voit une capsule tourner dans le noir de l'espace. Parce que je crois que là, nous allons être courts là-dessus. On partira d'où? Alors, ça c'est fantastique aussi dans le fait d'avoir peu d'empreintes, c'est qu'on peut partir de beaucoup d'endroits
il n'y a pas besoin d'infrastructures lourdes, un grand terrain plat suffit. Alors là, on voit aussi des opérations qu'on a partagées avec le CNES, voilà, qui ont reconnu les images. Et c'est vrai qu'on se développe avec le CNES et qu'on va, on va former nos équipes avec eux. Et l'idée, c'est que le CNES peut partir de plusieurs endroits dans le monde. Nous, on va pouvoir partir même de France métropolitaine, ce qui n'est plus tellement possible actuellement, parce qu'on a un pilote à bord. Donc l'idée, c'est d'avoir très peu d'infrastructures et de pouvoir se déployer d'endroits, de lieux un peu magiques. On peut imaginer le Mont Saint-Michel, on peut imaginer, je dis des sites un peu au hasard, parce que voilà, on n'a pas besoin de grosses installations d'une part, et en tant que Français, on est double héritier de l'aérospatiale et aussi d'une tradition d'accueil et de raffinement dans cet accueil, et on est très heureux de pouvoir faire partir d'endroits hautement symboliques. Ben voilà, on a le ballon tel qu'il sera un peu plus haut dans le ciel. Donc là, on a le ballon, les passagers sont... Alors là, ben voilà, les passagers sont dans ce module qui est pas encore tout à fait le module définitif, qui sera sans doute bientôt révélé. Ouais. Mais voilà, l'idée vraiment, c'est d'avoir une très grande surface vitrée. On met en scène, on est au service de la beauté céleste, de la beauté de la planète, et on voit vraiment ce halo bleuté. On voit la courbure qui est encore légère, mais on la devine bien, et on voit vraiment ce halo bleuté. Ce qu'on appelle l'overview effect, hein, c'est ça, c'est-à-dire on a une vision de la courbure de la Terre à 30-35 km d'altitude. Oui, en fait, pour ceux qui ont eu la chance de voyager en Concorde, c'était à 18 km à peu près, on commençait à deviner déjà la courbure de la Terre. Donc on la voit à l'œil nu bien dès une vingtaine de kilomètres. Alors vous êtes une start-up, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est... on se dit, le ballon, ça existe depuis toujours, enfin depuis longtemps en tout cas. On sait faire voyager des hommes. Où est la création, l'innovation? Qu'est-ce qui fait que vos voyages, par exemple, n'ont toujours pas commencé, si je puis dire? Oui, c'est amusant parce que finalement, le concept du ballon est extrêmement simple. C'est pour ça qu'on vole avec depuis plus de 2 siècles. On a une enveloppe qui est d'une certaine taille au sol. Alors, une première complexité, c'est que l'enveloppe va prendre énormément de volume en montant. C'est-à-dire qu'au sol, une enveloppe qui va faire 3 ou 4 000 m3, là, va se retrouver à faire 150 000 m3 en altitude. Ouais. Donc, on a quelque chose d'extrêmement grand. Et donc, il faut des matériaux extrêmement légers parce qu'il faut que le poids reste mesuré et qui vont se déployer. Donc, des très grandes surfaces. Le ballon final fera à peu près la surface de 2 terrains de foot. On peut rentrer la façade de Notre-Dame dedans pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est extrêmement grand, il faut des textiles, des films qui soient extrêmement fins et résistants pour ça. Surtout que nous, ce qu'on envisage, le développement suivant, c'est-à-dire que le CNES actuellement opère ces ballons, ils vont dans la stratosphère, les ballons sont ensuite coupés en deux et on redescend sous parachute. Nous, la nuance, c'est qu'on a des pilotes à bord qui vont pouvoir repiloter le ballon jusqu'au sol, choisir le terrain d'atterrissage et pouvoir ensuite réutiliser cette enveloppe, donc pour réduire encore cet impact environnemental. Alors il y a cette première notion d'enveloppe qui demande une expertise que le CNES nous apporte très largement, puisqu'on est en accord avec eux là-dessus. Il y a vraiment un transfert technologique, et ça fait 60 ans qu'ils opèrent des ballons qu'ils ont opéré au total plus d'1 millier de vols depuis 60 ans. Il y a ce premier enjeu, et le deuxième enjeu, ça va être une capsule pressurisée. Alors, ce n'est pas extraordinaire dans le sens où on en a déjà quelques-unes, à commencer par l'ISS, qui est quand même une très grande capsule pressurisée. Ouais. Donc c'est un assemblement de briques technologiques qui finalement est assez simple, et au point de vue complexité, on va être 2 ordres de grandeur en dessous d'un avion de ligne et peut-être 3 d'une fusée, je dirais. Donc on est quelque chose d'assez accessible finalement, et c'est ce qui nous permet de proposer du vol avec passagers dès la fin 2024. Dès la fin 2024. Il va falloir vous glisser aussi, il va falloir passer entre les avions, si je puis dire. Donc vous avez un accord, ou en tout cas dans le pilotage, vous allez devoir tenir compte du passage des avions. Alors bien sûr, ça c'est quelque chose auquel j'étais extrêmement sensible. J'ai fait partie des contrôleurs aériens, j'étais dans l'aviation civile dans ma première carrière. Et ce sujet d'intégration à la circulation aérienne était crucial pour moi parce qu'il faut être opérationnel et s'intégrer dans son environnement. Et en fait, c'est assez simple, parce que le ballon peut faire des paliers, à la montée comme à la descente, un peu comme quand il veut. Et donc, on peut s'élever, on ne va peut-être pas décoller juste au-dessus de Roissy, mais on s'élève, on va jusqu'à 9-10 km. Un contrôleur peut nous dire, stoppez la montée, je fais passer mes avions, et on continue. Donc on a cette capacité
à s'intégrer dans le trafic aérien. Et c'est vrai qu'on explore un nouvel espace aérien supérieur et on travaille du coup avec l'aviation civile sur la nouvelle réglementation qui va s'ouvrir, alors au début pour des ballons, mais ensuite pour d'autres moyens de locomotion à 30 km ou au-dessus. Combien de passagers, dans quelle qualité de confort, qu'est-ce que vous en attendez? Parce que vous parliez de grandes baies ouvertes sur la Terre. Pour vous, c'est extrêmement important qu'il y ait ce choc pour les passagers de la vision de la Terre vue du dessus, qui n'est pas, évidemment, on n'est pas à 100 km ou dans la station spatiale, mais vous en attendez quelque chose? Je pense que vraiment le fait d'avoir, alors j'espère vous le dire très bientôt, hein, Ouais. en témoigner très bientôt, mais le fait de vivre l'Overview Effect, il y a à peu près 600 personnes qui sont allées au-dessus de cette altitude pour l'instant, le fait de le voir, je pense que c'est un choc de beauté en effet, et c'est quelque chose qui ne laisse pas insensible. On voit la fragilité finalement de la Terre, et le fait d'avoir des images, c'est une chose, mais le fait de le voir directement et de le voir vraiment exposé, mis en scène, comme dans une loge sur un théâtre, voilà, je pense que ça va avoir un impact très fort sur les gens. Et l'idée, c'est de les recevoir presque aussi bien que comme on est reçu ici, c'est-à-dire dans des fauteuils extrêmement confortables, avec une très belle vue. Et c'est vraiment de pousser le raffinement dont on est capable, la tradition qu'on a en France, et la proposer là-haut aussi. Donc il y aura possibilité de rester à peu près 1h30, peut-être plus dans le futur, pour pouvoir voir un lever, un coucher de soleil? Alors, évidemment, c'est le moment qu'on aimerait voir. On va rester initialement 3 heures là-haut. 3 heures, ce qui permet déjà un petit peu de... Pour ceux qui veulent emmener leur télescope, évidemment, ils seront bienvenus. Attention, hein. Faites attention. Il y a un devis de masse quand même, hein, à l'entrée. Et à terme, en effet, ce sera la possibilité de rester une nuit, 24 heures, 48 heures. On a développé des technologies qui nous permettent de monter et descendre indéfiniment. Donc la limite, ce sera la volonté des passagers. Et évidemment, qui pourra y accéder et à quel prix? Alors, au tout début, je vous annonce directement le prix. Un billet, c'est 120 000 € par personne. Donc c'est vrai que ce sont des voyageurs extrêmement aisés au début. Pour ça, je fais un peu un parallèle avec le début de l'aviation dans les années 20, où ce sont des personnes fortunées qui ont permis, finalement, en prenant les premiers billets, qui ont permis d'amortir les coûts de développement et de continuer à explorer. Donc ils se positionnent quelque part en pionniers de ce nouveau voyage. Et le prix, donc initialement très élevé, moins que d'autres expériences spatiales, hein, ceci dit, mais relativement élevé quand même, va ensuite doucement baisser pour être plus accessible, parce que, à nouveau, le développement est beaucoup plus simple que finalement quand on y pense un avion de ligne, et je pense que tout porte à penser que ça va se développer, et on le fait avec d'autant plus de joie, d'enthousiasme que on sait que l'empreinte qu'on laisse va être entre 2000 et 40 000 fois inférieure à celle par exemple, d'une navette ou d'un... Voilà, c'est la question, je dirais, éthique que j'allais vous poser. Vous connaissez les débats sur le tourisme spatial, où si je pousse un peu, on dit oui, bon, c'est un loisir de riches qui partent en payant des millions de dollars, voire plus, et se moquent finalement du reste, alors que c'est la Terre qui est importante. Vous prenez en compte cette question. Pour vous, c'est pas du tourisme spatial au sens traditionnel du terme, si je comprends bien. Et pour vous, le bas carbone est une obligation parce que l'empreinte que vous laissez doit être extrêmement faible. Oui, vraiment c'est ça. C'est dans l'idée de base, on s'est dit tiens, on va s'élever vers la beauté, on va se mettre en harmonie avec les éléments, et il faut le faire jusqu'au bout. Donc c'est dans les gènes de Zefalto, il y avait ça. Et évidemment, il se trouve que ces gènes, donc Zefalto est né en 2016, et la conscience de l'empreinte carbone s'est démultipliée depuis de manière phénoménale. Et on s'inscrit totalement là-dedans, et on est heureux de voir que cette conscience s'amplifie. Les gènes, c'est vous, hein? Parce que c'est votre rêve à vous. Vous avez réussi à convaincre des gens de vous aider, de vous financer sur quels arguments forts? Je pense que l'argument le plus fort, c'est peut-être le rêve. C'est aussi le fait qu'il y ait un modèle économique derrière qui soit bien valide. C'est le fait aussi qu'on explore finalement un nouveau continent où il y a d'autres applications. Alors déjà scientifiques, on le sait, on va multiplier les vols et on va mettre
nos vols au service de la science, au service de la climatologie, au service de l'observation, même si évidemment c'est en harmonie avec le CNES et on ne fait que compléter ce qu'ils font. Mais voilà, c'est ça, c'est le rêve de base des départs qui emmène les gens. Et je pense que c'est dans les gènes de Zefalto, c'est dans mes gènes, mais je crois que c'est un rêve qui est très très largement partagé. J'ai eu la chance d'avoir des idées pour le réaliser et donc et finalement la responsabilité de le faire pour que ça marche et pour le partager avec d'autres. Je crois que quand on est à un moment, à un endroit et on hérite finalement de ce rêve et on a une réelle responsabilité pour faire en sorte que d'autres rêveurs puissent monter avec nous. Et il y a des gens qui seraient intéressants de montrer là-haut pour montrer qu'il n'y a pas de frontières, par exemple. Et ça peut peut-être créer des choses, déclencher des choses. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un impact positif écologique. S'il y a un impact politique positif aussi, on est tout à fait pour. Bon, merci Vincent. On va continuer parce que cette question, on monte au fur et à mesure, cette question de ce qui se passe dans l'espace, de l'empreinte de l'homme dans l'espace est devenue on ne peut plus d'actualité. Christophe Bonal, vous recensez depuis des années, pour tous les journalistes d'ailleurs, quand il y a un problème dans l'espace, qu'il y a des débris spatiaux, des engins en perdition, votre téléphone chauffe, c'est une seule direction au CNES, c'est Christophe Bonal, le spécialiste des débris spatiaux. Alors je ne sais pas si c'est un compliment ou en tout cas quelque chose qui vous amuse ou vous flatte, mais... Puis celui par lequel les problèmes arrivent toujours. C'est ça. On pense toujours au moins Vincent, il fait rêver, quoi. Moi non. Mais il tient compte aussi de ce qui se passe. Ce que je voulais vous demander, Christophe, c'est un exercice difficile mais salutaire pour tout le monde. C'est quel est l'état des lieux aujourd'hui, je dirais, de l'espace autour de nous. C'est ce que je vous ai demandé de nous présenter parce que il est quand même extrêmement important pour ce qui va arriver et dans l'écosystème qui est en train de se développer, de comprendre où on en est et quels sont les enjeux. Parfait, merci beaucoup de m'avoir donné 3 heures pour présenter la situation. Donc je vais essayer de la réduire quand même en un quart d'heure. 10-15 minutes TTC. Voilà, ça marche, on est d'accord. D'abord, donc juste quelques messages forts. Le premier est très clair, c'est l'évolution du nombre d'objets catalogués. Catalogués, c'est les objets qu'on est capable de suivre, qu'on connaît en orbite, donc en fonction des années, donc depuis Spoutnik ici jusqu'à aujourd'hui, donc on voit que ça augmente bien. On voit surtout que ça augmente bien récemment. Donc on a eu en 2007, il y a eu un essai anti-satellite chinois qui a rajouté quelques 4000 gros débris. Puis les Américains ont fait un petit peu pareil juste après. Puis il y a eu une collision entre Iridium 33 et Cosmos 2251 qui était une grosse belle collision qui a régénéré 3000 nouveaux débris. Puis il y a eu un essai anti-satellite récent aussi, Cosmos 1804, mais il y a un an pile, c'était le 15 novembre 2021. Et puis là, la montée ici, c'est notamment Elon Musk. Donc ce qu'on peut noter, c'est primo, le nombre de débris a augmenté, a doublé à peu près en 15 ans. Mais surtout, bizarrement, il n'y a pas que les débris. Le nombre de satellites actifs, c'est quand même bluffant, était de 840 en 2012. Et donc 10 ans après, on a dépassé les 7000. 7040 hier soir, quoi. Et puis le nombre de débris en orbite basse, ça c'est vachement important au niveau politique. Comprendre que États-Unis, Russie, Chine, c'est 97,5% des débris. C'est-à-dire nous, Européens, on a toujours... Je remercie de nous avoir invités ici pour en parler et montrer qu'en Europe, on bosse sur le sujet et on fait tous les efforts possibles, etc. Mais le vrai problème, c'est pas nous, c'est États-Unis, Russie, Chine. Donc c'est vraiment les discussions à mener avec ces 3 grands-là. Voilà, bon, ça pose 3 familles de problèmes, globalement. La première, c'est la gêne vis-à-vis de nos amis astronomes, toutes les observations astronomiques. Alors là, je dois dire quand même que j'ai toujours un petit sentiment un peu bizarre, parce que quand je ressors mes planches d'il y a plus de 20 ans, il y avait une planche à chaque fois qui s'appelait la gêne vis-à-vis des observations astronomiques, avec le beau cliché zébré ici, pardon, je me suis trompé de sens. En arrière, c'est comment? Ça doit être ça, non? Ouais. Voilà, il y avait le beau cliché zébré ici, et où on notait donc qu'il y avait donc des zébrures de clichés, des grillages de CCD, des erreurs d'interprétation. Mais en réalité, très franchement, à l'époque, la communauté astro n'était absolument pas motivée par le truc. Bien au contraire, ils réagissaient
avec amusement à tout ce qui était Iridium Flares, les flash Iridium. Où là, vraiment, le flash Iridium, c'était une vision très positive. Regardez, c'est très joli. On les voyait on avait les éphémérides sur Heavens Above et autres. Et puis après, évidemment, il y a les débris, mais il y a également les satellites actifs qui perturbent. Il y a des nuages, il y a des avions, il y a des météorites et tout. Donc, globalement, ça n'avait pas été senti comme étant un vrai problème. En plus, se limiter à certaines périodes de la nuit, jusqu'à ça que vous avez peut-être eu le privilège de voir, qui était quand même, alors très franchement, moi quand j'ai vu ça, c'était de la science-fiction. On n'avait jamais vu autant de satellites actifs d'un coup. Enfin, c'est les trains de lancement de Starlink, 40 par 40. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, mais c'est quelque chose qui était quand même... Bon, là, soudain, tout le monde s'est dit, oh là, mon ciel, mon ciel, mon ciel. Donc, le truc qui est pas mal, c'est donc, du coup, on en a discuté, il y a eu plein de groupes de travail et autres, et on a discuté directement avec Elon Musk. Alors, le premier réflexe d'Elon Musk, c'est de dire, oui, mais moi, je rends service à l'humanité, je rends service à 4 milliards d'habitants sur Terre, donc l'astronomie, je m'en fous un peu. Enfin, puis après, on lui a dit, non, mais c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise image et tout. Il a dit, ah ouais, au point de vue image, c'est vrai, mais il n'y a absolument aucun texte qui m'interdit de faire ça. Il n'y a absolument aucune loi ou quoi que ce soit. Puis après, il a commencé à réfléchir, bon, d'accord, je vais essayer d'atténuer ça. Il a commencé à noircir ses satellites. Ça a donné ce qu'on appelait le DarkSat. Puis après, c'était pas terrible parce que les satellites chauffaient trop. Et d'ailleurs, on a des problèmes au point de vue visible, mais également au point de vue infrarouge, bien évidemment. Puis après, il a mis une casquette pour couper les rayons du soleil, c'est des VisorSat. Bon. Puis après, surtout, il a changé complètement l'attitude de ces satellites pendant la phase de transfert. Et donc, il arrive maintenant à avoir une magnitude supérieure à 7. Ce qui veut dire que, normalement, à l'œil nu, normal, enfin, on ne les voit plus. Et ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est vraiment le cas un peu d'école, où il n'y a pas de texte, et on arrive juste en discutant, en négociant, en expliquant quand même, ce serait bien que tu fasses, etc. Il a dépensé 4 millions là-dessus, et pour arriver à quelque chose qui était tout à fait démontré que c'était faisable. Et du coup, le magnitude 7, on l'a repris dans nos textes maintenant. Voilà. Bon, ça, c'est la première gêne. La deuxième gêne, c'est comment est-ce que je peux lancer ça? Est-ce qu'il y a moyen de lancer? Hop, pardon. Hop, alors, j'ai pas fait de lancement automatique, c'est dommage. Merci juste de cliquer, sympa. Le deuxième, c'est les risques liés aux collisions en orbite. Voilà, par exemple, ça, c'est Intelsat 29E qui explose devant nos yeux suite à un impact de météorites ou de débris, probablement de débris, et où on voit donc un relâchement majeur de gaz. Et puis on voit des petits objets juste au voisinage qui sont très proches du satellite, donc qui montrent bien que c'est des débris. Voilà. Donc ça, c'est le troisième risque. Tiens, pourquoi j'ai mis deux? Bon, le troisième risque, c'est le risque lié à la rentrée aléatoire dans l'atmosphère. Voilà, par exemple, je ne sais pas si la salle est suffisamment sombre, mais là, on voit la Grande Ourse, ici, pardon, encore une fois, décidément. On voit... Donc, je le relance, si j'y arrive. Voilà. Les puristes reconnaîtront la Grande Ourse, qui est ici, et derrière, il y a Los Angeles. Donc je me suis dit que pour mon ami Romain, voilà, tu as la Grande Ourse, tu vois Los Angeles, donc tu dois savoir d'où ça a été pris. Un petit exercice sympa. Donc voilà le genre de rentrée. Alors ça, c'est un truc, il faut comprendre que ça nous arrive tous les 3 jours. Tous les 4 jours, tous les 3 ou 4 jours, on a un étage de lanceur entier ou un satellite entier qui retombe de façon aléatoire. Pendant la retombée, donc, il brûle dans l'atmosphère, sauf ce qui ne brûle pas, qui représente 10, 20, 40% de la masse en moyenne. Donc, par exemple, je ne sais pas, au hasard, mon étage supérieur d'Ariane 5, mon bébé qui fait 5 tonnes, mais il y a 1 tonne qui survit à la rentrée et qui retombe de façon aléatoire. Ça, c'est quand même pas... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, ce qu'on peut faire, ce qui est fondamental, c'est d'éviter les collisions. Et ça, pour éviter les collisions, ça, c'est vraiment la priorité des priorités. C'est améliorer tout ce qu'on appelle le SST, Space Surveillance and Tracking
Donc le catalogage des objets en orbite. Donc ça se fait soit via des moyens étatiques. Alors, il y a le célèbre Space Situation Network des Américains, de l'armée américaine, avec 29 gros capteurs très chers, très lourds. Voilà. On a un peu la même chose, mieux bien sûr, puisque c'est en Europe, avec le EUSST, European Space Surveillance and Tracking. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est l'émergence très forte de moyens privés, de moyens beaucoup plus légers, moyens des start-up. Par exemple, mon petit camarade à droite, là, il y a une start-up. On va en parler. Donc ça, c'est son quadruple télescope à gauche, là. Mais il y a des moyens laser également. Il y a pas mal de systèmes. Il y a, alors que ce soit du laser, du télescope, du radar. Le mot-clé là-dedans, si vous voulez vous lancer dans une start-up qui a toutes les chances de marcher, si vous avez un petit brin de jardin dans votre jardin, derrière votre maison, mais surtout installez-y un télescope ou un radar et on est prêt à racheter vos informations. Bon, voilà les moyens français étatiques. Il y a d'autres trucs aussi. Pardon, si on peut juste le démarrer, je suis désolé, j'avais connecté, j'avais essayé de faire... Ça, c'est assez rare comme vidéo, c'est intéressant, c'est Envisat, observé depuis l'orbite par le satellite Pléiade. Voilà. Alors, inutile de vous dire, c'est quand même... Si on peut le relancer juste 2 secondes, merci beaucoup. Évidemment, ils ne sont pas sur la même orbite. Évidemment, ils vont à des vitesses relatives de l'ordre de 10-12 km par seconde. Donc, Pléiade est capable de suivre au passage, de tordre sa trajectoire de manière à suivre ça. C'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Bon. Maintenant, alors, quel est le problème? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme évolution future? Cette planche, c'est presque la plus importante de toutes là-dedans. Le mot-clé là-dedans, c'est la réglementation, quelle qu'elle soit, n'est plus suffisante. On a dépassé le stade où on peut espérer gérer ça par une réglementation. Donc je présente 2 planches qui ont été sorties il y a 15 jours à l'IADC. À gauche, vous avez l'évolution du nombre d'objets dans l'espace en fonction de l'année, et à droite, le nombre de collisions catastrophiques dans l'année. Donc regardez pas tout, mais il y a 2 courbes qui sont intéressantes. Celle du haut, c'est on continue comme aujourd'hui, business as usual. Donc on voit, ça monte bien. Et la rouge, c'est celle no future launches, c'est-à-dire on arrête tout, plus aucune activité spatiale, plus rien, voilà, et ça monte, ça augmente. Ça veut dire quelles que soient les mesures, je ne le détaille pas là, mais quelles que soient les mesures qu'on peut imaginer, c'est trop tard. On est dans une situation où le nombre d'objets en orbite, alors évidemment dans certaines zones, là je parle entre 700 et 900, entre 700 et 1000 km d'altitude, le nombre d'objets continue de croître de façon continue, exponentielle. Bon, que peut-on faire? Premièrement, on aurait pu imaginer d'attendre en appliquant simplement les règles de mitigation sur lesquelles on travaille depuis 1995. Non, la planche d'avant vient de montrer que c'est insuffisant, c'est inadapté. Mitigation, ça veut dire? Mitigation, c'est réduction de la génération de débris. Bizarrement, c'est un mot français aussi, et que je ne sais pas traduire autrement que par mitigation correctement. Je suis désolé. Non, pas de souci. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est éviter les collisions impliquant des satellites manœuvrants. C'est-à-dire, on sait qu'on va avoir une collision, je sais pas, dans 48 heures. Ça tombe bien, l'un des 2 satellites est manœuvrant, a de la propulsion à bord, est vivant. Donc, on lui dit, s'il te plaît, bouge, évite la collision. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument majeur. C'est une activité fondamentale au niveau mondial. C'est tout ce qu'on appelle le Space Traffic Coordination, Space Traffic Management. C'est fondamental, ça permet de sauver les satellites au quotidien. C'est une activité extrêmement chronophage. Mes petits camarades à Toulouse, par exemple, je pense qu'ils sont une douzaine à temps plein. Je crois que l'an dernier, on a eu 3 millions d'alertes collision, comme ça, quand même. Donc ça fait une toutes les 20 secondes. Bon, c'est pas mal. Malheureusement, c'est fondamental, mais malheureusement, ça ne suffit pas, parce que 60% des collisions en orbite sont entre débris et débris. Donc on ne sait pas manœuvrer. Donc, on essaie de le faire quand même. Donc, le 3e point, c'est d'éviter les collisions entre gros débris. Ça, c'est des activités nouvelles. Une fois de plus, si vous cherchez une start-up sympa à monter là-dessus, c'est tout ce qu'on appelle le Just-in-Time Collision Avoidance. C'est 24 heures avant la collision, je manœuvre très légèrement, je suis capable de bouger très légèrement l'un des 2 débris. Et c'est étonnant parce qu'il suffit de 3 fois rien. Il suffit de souffler
sur l'un des deux débris pour que ça suffise. En 24 heures, on intègre une marge, quoi. Voilà. Bon, donc on a 3-4 idées. Là, j'en présente une qu'on avait étudiée avec CT France de mettre un genre de petit nuage d'atmosphère artificielle devant l'un des deux débris, et puis ça suffit, ou bien par laser aussi avec... Voilà. Et sinon, enfin, donc ça c'est de l'action que je dirais tactique. Je sais qu'il y a une collision qui va avoir lieu, je sais que c'est lui vis-à-vis de lui, ben je bouge lui, voilà. Donc là, je sais que ma manœuvre va être très efficace. Je vais éviter une collision. Par contre, c'est fondamental que j'ai vraiment confiance dans ce que je suis en train de voir. Donc c'est là où j'ai encore besoin de Romain. Parce que vraiment, là, on a besoin d'avoir une précision extrême dans les éphémérides de nos objets. Aujourd'hui, on sait qu'un objet est là, plus ou moins 200 mètres, à un sigma pour les puristes. Bon, ça va pas, quoi. Ça veut dire qu'on a deux grands ellipsoïdes qui se croisent, mais bon, on ne sait pas où sont les objets là-dedans. Donc on a 99,99% de fausses alertes. Ça marche pas. C'est tolérable aujourd'hui, mais comme dit à la fin de l'année, à la fin de la décennie, si on a 100 000 objets, ça marche plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment prioritaire. Enfin, c'est le retrait actif des débris, le fameux active debris removal, où bon, là, c'est du stratégique, c'est-à-dire on ne va pas retirer les bons, j'en retire 10 par an, je diminue le risque, je stabilise l'environnement, mais bien sûr, le gros problème, c'est primo, c'est très cher. Secondo, les 10 que j'ai retirés, pas de peau, c'est le 11e qui va faire la collision. Et ça, je ne sais pas l'éviter, évidemment. Donc il y a tout le problème du financement, il n'y a pas de business plan positif identifié à ce jour, mais s'il y en a que ça intéresse, on a quand même publié des papiers avec les 5 voies les plus prometteuses. Bon, et puis la dernière planche, c'est promis. Quelles sont les priorités aujourd'hui ? Donc les priorités, c'est gérer aujourd'hui, hier et demain. Alors gérer aujourd'hui, c'est absolument consolider toute la réglementation internationale. Alors, pas tant pour la réglementation, mais c'est consolider le dialogue qu'on peut avoir au niveau international. Une fois de plus, il est fondamental qu'on partage tout ça avec États-Unis, Russie, Chine, Inde, Ukraine, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est IADC, UNCOPOS, Nations Unies à Vienne, à travers les groupes de travail internationaux, les ECSS, ISO. Ça, c'est vraiment les premières priorités. Et puis, surtout, prendre en compte les spécificités du New Space, donc justement l'augmentation drastique de tout ce qui est méga constellation et autres. Donc, par exemple, on travaille beaucoup sur l'adaptation de la loi spatiale française en cours, ce qui s'appelle la LOS. Secondo, tenir compte des effets d'hier. Donc là, toutes les collisions, donc là, c'est tout ce qui est syndrome de Kessler, l'augmentation spontanée des objets entre 700 et 1100. Bon, là, c'est trop tard, on peut pas. Donc il faut absolument démarrer au plus tôt les opérations de retrait actif de débris. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose en cours. C'est pas du tout dans les horizons. On discutait tout à l'heure, malheureusement, mais n'allez pas le répéter, mais je pense qu'il n'y a rien de prévu à la ministérielle là-dessus de sérieux. Il y a un petit programme qui s'appelle ClearSpace, qui est bien, qui est déjà une démonstration qui arrivera en 2026, mais il n'y a pas du tout quelque chose à l'échelle du problème. Et enfin, donc, il faut préparer demain. Déjà, il faut avoir une certaine vision de ce à quoi peut ressembler demain. Pour l'anecdote, il y a Greg Weiler, qui est un type formidable, qu'on connaît très bien, qui est un très entrepreneur au niveau spatial, qui a prévu une petite constellation qui s'appelle eSpace. Alors, il hésite encore un petit peu sur le nombre de satellites qu'il pourrait y avoir. Il hésite entre 100 000 et 327 000. Entre 100 000 et 327 000. Ouais. Voilà. Enregistré au Rwanda. Pour une seule constellation. Histoire de ne pas avoir trop de problèmes légaux. Donc ça, il est fondamental absolument de comprendre, de se coordonner, de partager une fois de plus. Et l'avant-dernier point, enfin le point numéro 6, il est indispensable, une fois de plus, d'améliorer la détectabilité et le catalogage des objets. C'est fondamental. Tant qu'on est aveugle, on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, on traque correctement en orbite basse les objets de 10 cm, enfin, grosso modo. Il faut absolument passer à 1 cm. Et 1 cm, c'est un sacré challenge, parce que ça veut dire qu'il faut voir une bibille comme ça, à 1000 km de distance, et qui passe à 30 000 km à l'heure. Donc c'est quand même pas trivial, quoi. Et dernier point, qui est un peu mon dada, c'est il faut essayer de comprendre comment protéger les orbites habitées. Parce que, par exemple, l'ISS
pour le moment, a pris un facteur de densité d'objets à l'altitude de l'ISS qui est terrifiant. Enfin, le métier d'astronaute devient vraiment dangereux. Jusqu'à maintenant, ils étaient plutôt peinards sur des orbites peu densément peuplées. Maintenant, tout satellite qu'on lance, notamment des nouvelles constellations, on le lance en dessous, on vérifie qu'il marche bien, on déploie les panneaux solaires. S'il marche bien, ben on le monte. Okay, donc on traverse l'altitude de l'ISS en propulsion électrique, c'est-à-dire pout, tout doucement, on ne sait pas bien où est l'objet. Et à la fin de vie de l'objet, commandé ou en panne, pout, il redescend. Et donc tous ces objets vont faire une noria du côté de l'ISS. Voilà. Merci Christophe, je ne dis pas pour ces mauvaises nouvelles, parce que c'est quand même une situation qui n'est pas bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Juste une petite question, vous parliez des astronautes, donc on est à des altitudes 420 km pour l'ISS et 390 pour la chinoise. Pour la chinoise. Est-ce qu'il y a des débris autour de la Lune ? Oui, il commence à y en avoir. Oui, il y en a. Alors, il commence à y en avoir. On en a. Alors, il y a une cartographie. Alors, il y en a pas beaucoup, parce que là, il y a plein d'experts nettement meilleurs que moi, certainement là-dessus. Mais déjà, les orbites lunaires, généralement, ne sont pas stables. Donc, on ne peut pas rester en orbite lunaire, à part certaines inclinaisons. Donc, les débris sont éjectés. Donc, les débris dégagent, soit retombent sur Terre, soit s'éjectent plus loin. Mais par contre, toutes les opérations qu'on peut faire autour de la Lune généralement, laissent des objets là-haut. Il y a eu un célèbre retour d'objets vers la Terre qui, on ne savait pas bien ce que c'était. Donc d'ailleurs, on l'a appelé WTF-1, What the fuck. Voilà. Et il a fini par rentrer sur Terre et on pense que c'était un étage supérieur d'Apollo. De Saturne. Ouais. Merci aussi d'avoir épargné le rêve de Zefalto, parce que finalement, l'endroit le plus sûr où il n'y a pas de débris spatiaux, c'est bien dans la stratosphère, ou en tout cas dans la haute atmosphère. Non, mais allez-y. Il y a 10 à 20% des objets spatiaux qui rentrent dans l'atmosphère en survivant l'atmosphère. On a par exemple un groupe de travail sur les risques posés vis-à-vis des avions. Donc on rajoutera bientôt Zefalto. Mais on se dit que la probabilité doit être extrêmement faible. Par contre, ce n'est pas une probabilité. Ce qui compte, c'est l'espérance mathématique. C'est-à-dire c'est la probabilité multipliée par le dégât que ça fait. C'est-à-dire si on prend un débris significatif sur le pare-brise et qu'on a 300 morts, c'est dommage. Vincent Farré, vous tenez compte de ça ou ça fait partie pour vous de Epsilon ? Alors, ça marche. Alors oui, on sait quelle est la probabilité et on sait que par rapport à un avion, en fait, la seule partie qui est vraiment vulnérable, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image du ballon, c'est la capsule. Ouais. C'est-à-dire que si un débris traverse le ballon, il n'y aura pas d'impact pratiquement. Il n'y aura pas d'impact sur le vol. Le ballon pourra se dégonfler lentement, mais la surface du ballon est tellement grande que ça a très très peu d'influence. Une crevaison lente. Voilà, une crevaison très lente. Et bon, voilà, vous descendrez peut-être, vous resterez juste 2h30 au lieu de 3 heures là-haut, mais c'est tout. Donc il y a très très peu d'impact. Ce serait juste la capsule. Et là, on est exposé comme un cockpit d'avion avec la même probabilité. Et donc ça reste là pour le coup très très réduit. Je ne sais pas quels sont les cas d'impact sur les avions répertoriés pour l'instant. On a pas mal les ailes dans lesquelles il y a les réservoirs de carburant. Enfin, oui. On a des cartographies d'avions avec les impacts et la dangerosité. Il n'y a jamais eu d'accident. Non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il n'y a pas eu d'accident recensé. En tout cas, merci de la remarque et qui m'allège un peu le boulot. Je n'ai pas besoin de rajouter les ballons. On va continuer parce que ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est le futur. C'est qu'est-ce qui va se passer dans les temps qui viennent, en sachant que le nombre de lancements va augmenter. C'est ce qu'on observe déjà. Le nombre de satellites va exploser. Les projets qui sont ceux de l'exploration aussi remontent avec la compétition pour rejoindre les orbites cislunaires, et détecter des objets en orbite est aujourd'hui devenu quelque chose d'absolument fondamental. Romain Lequesne, vous avez développé, vous êtes un des pionniers ce qu'on pourrait appeler le Green Space. Je ne sais pas si on peut dire ça. Le Green Space ? Oui. Bah, c'est un concept qu'on commence à voir émerger. C'est pas nous qui avons créé le terme, mais pourquoi pas. Et donc vous avez créé votre société, vous êtes cofondateur et CEO de Share My Space, dont la question finalement c'est comment faire pour que les véhicules spatiaux n'entrent pas
en collision avec des objets en orbite connus. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites? Quelle est votre société? Quel est votre projet? Et quelles sont vos réalisations actuelles? Oui, merci Alain, merci beaucoup pour l'invitation. Share My Space, on est une société créée en 2017, donc on fait partie des pionniers commerciaux du Green Space, parce qu'avant nous, il y avait des personnes, dont Christophe, qui travaillaient depuis de nombreuses années sur ces questions effectivement critiques pour la durabilité des opérations spatiales. Nous, on est une société de 20 personnes actuellement, basée à Paris et à Toulouse. On est une société française et on essaie de comprendre l'évolution des objets fabriqués par l'homme qui sont aujourd'hui en orbite autour de la Terre, à différentes altitudes, donc en orbite basse et jusqu'à l'orbite géostationnaire. On a quelques demandes en cislunaire aussi. Pour l'instant, on n'est pas très bien armé pour le cislunaire, il faut quand même le reconnaître. Donc, Christophe disait tout à l'heure qu'il y avait des dangers assez phénoménaux dans cette tranche autour de 700-1100 km. Effectivement, au mois d'octobre, on a recensé 3 rapprochements à moins de 10 mètres entre des gros objets non contrôlés. C'est une question de temps en fait, pour qu'il y ait une collision entre certains de ces objets dans cette tranche d'altitude. Donc c'est effectivement essentiel qu'il y ait des projets qui se développent et qui soient bien financés, parce que c'est des missions qui coûtent extrêmement cher pour aller récupérer ces objets-là et préserver notre environnement orbital. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà d'améliorer la cartographie, d'améliorer la coordination entre les acteurs, les opérateurs de satellites qui peuvent contrôler leurs satellites. Et on fait ça donc de plusieurs manières. D'abord avec une solution de surveillance de l'espace, une solution de veille spatiale qui est la plus respectueuse de l'environnement possible au niveau de l'empreinte au sol, puisqu'il s'agit d'une solution optique purement passive. Donc avec des installations qui ont une empreinte au sol qui est très limitée. Donc vous allez voir tout à l'heure les installations qu'on montre, les plus grosses, c'est 70 mètres carrés au sol, et en termes d'énergie qui est consommée, ça consomme autant que votre appartement. Donc ça n'a rien à voir avec les gros radars militaires qui peuvent être mis en œuvre pour les applications de surveillance de l'espace. Donc ça, c'est une première partie, l'aspect détection et hardware, finalement, donc matériel pour surveiller l'espace. La deuxième partie, c'est tous les calculs qu'on réalise pour calculer les rapprochements, calculer les probabilités, rendre cohérentes entre elles des estimations qui peuvent être faites par des acteurs différents pour avoir la meilleure estimation du risque possible et assurer une bonne coordination du trafic spatial. Donc, en introduction, il y a juste cette slide, cette photo que vous voyez en arrière-plan, qui est une des images qu'on prend avec nos télescopes. Donc ici, vous avez un cluster d'étoiles et deux, je ne sais pas si vous voyez les deux traits en haut de l'image, qui sont 2 étages supérieurs de lanceurs, qui sont en orbite de transfert géostationnaire. Nos ingénieurs souvent s'amusent à essayer d'avoir sur une même image à la fois des objets qui nous intéressent et des astres célestes. Donc ça, c'est un des exemples avec, évidemment, les étoiles, elles sont un petit peu surexposées parce que la caméra a été optimisée pour qu'on puisse bien voir les traits. Mais vous voyez ici la finesse du type d'image qu'on peut produire. Et donc nous, le constat, c'est que le ciel est magnifique. On embauche des astronomes qui sont vraiment passionnés de l'observation du ciel. Le ciel est magnifique, mais il faut réussir à le protéger, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que les étoiles dans le ciel. Il y a un certain nombre d'objets qui sont là, et il faut réussir à faire avec. Donc, tac. Donc, nous, c'est comme si vous étiez sur la route aujourd'hui. Quand vous êtes dans l'espace, c'est comme si vous étiez sur la route, mais qu'il n'y avait pas vraiment de règles et il n'y avait pas vraiment de contrôle qui était réalisé. Donc nous, c'est un peu ce qu'on essaie de mettre en place, c'est déjà mettre en place des radars. En France, on appelle ça des radars, les instruments qui contrôlent les vitesses. En anglais, c'est des speed cameras, donc ça marche mieux. Mais en tout cas, avoir des infrastructures qui permettent de mesurer, de contrôler le trafic spatial, de générer des données qu'on va pouvoir vendre au gouvernement pour leur permettre de s'assurer que les règles qui sont mises en place soient appliquées. Et en parallèle de ça, mettre en place des applications pour les utilisateurs de l'espace qui leur permettent d'optimiser leur trajectoire, de minimiser leurs risques, tout en étant conformes avec ces règles.
Donc, bon, Christophe a déjà très bien balayé le sujet de la situation en orbite avec les satellites actifs, les débris et les principaux événements qui nous ont marqués dans la communauté et qui ont produit un impact très considérable sur l'occupation des orbites. Donc en 2021, il y a eu plusieurs événements marquants, notamment une collision entre un satellite chinois et un fragment de lanceur russe. Il y a eu également donc l'essai de tir anti-satellite Cosmos 1408. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le gap des objets, donc tous les objets qui ne sont pas catalogués aujourd'hui. Donc il y a 30 000 objets à peu près, dont on connaît à peu près la position, toute orbite confondue, mais il y en a près d'1 million qui sont dangereux pour les satellites, dans le sens où si une collision se produit, le satellite serait dysfonctionnel, complètement détruit, voire fragmenté. Et donc ces objets-là, aujourd'hui, c'est ceux-là qui posent un problème. 3% des objets sont suivis et essentiellement par les Américains. Donc nous, on essaie de proposer une solution indépendante, française et européenne, qui nous permette d'avoir une compréhension, notre propre compréhension, notre propre vision de la situation spatiale, et qui aille bien au-delà de ce qui se fait aujourd'hui pour pouvoir vraiment assurer la sécurité des opérations spatiales. Donc oui, je disais que les collisions avec des objets de 1 cm sont catastrophiques. Si vous calculez l'énergie cinétique, c'est considérable et globalement c'est des impacts qui traversent n'importe quelle surface. Donc le CNES reçoit des milliers d'alertes par jour. Les manœuvres commencent à être vraiment une contrainte opérationnelle très forte. Aujourd'hui, des satellites, c'est des systèmes automatisés, robotisés. Il y a un grand nombre d'opérations qui se font de manière complètement autonome, et c'est ce qui permet à des acteurs comme SpaceX d'envoyer tant de satellites dans l'espace. Aujourd'hui, le gros facteur limitant, c'est vraiment la gestion du risque de collision, parce qu'aujourd'hui, c'est des opérations qui sont faites manuellement. Donc, au CNES, y compris au CNES, il y a des schémas de maintien à poste qui sont automatisés. S'il y a une collision qui est vraiment, enfin, un risque de collision qui est vraiment identifié, eh bien, parfois, il faut couper l'opération autonome pour pouvoir réaliser une manœuvre de collision manuelle. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le goulot d'étranglement des opérations spatiales. Et donc un des gros sujets, c'est la précision des données qu'on va être capable de fournir, en particulier pour les objets qui sont non contrôlés. Et en ce qui concerne les satellites, en fait, le gros souci, c'est vraiment la coordination entre les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez 2 satellites qui sont opérés, un chinois, un satellite américain, les deux vont avoir l'idée qu'il y a quelque chose qui va peut-être se passer, mais comment savoir qui doit tourner à droite ou à gauche? Donc la coopération internationale dans ce domaine-là est extrêmement importante. C'est pour ça que donc, hier et avant-hier, j'étais au Forum de Paris pour la paix, qui est un forum informel, à portée diplomatique, dans différents domaines stratégiques, y compris le spatial. Et donc Sharma Space est le signataire depuis l'année dernière de l'initiative Net Zero Space, aux côtés du CNES d'ailleurs. Et un des grands sujets, c'est vraiment la coordination internationale pour éviter les collisions en orbite. Voilà. Alors là, donc ces collisions, donc elles ont évidemment des conséquences dramatiques pour l'environnement, mais elles ont aussi un poids économique pour les opérateurs de satellites. Et c'est pour ça aussi que ça a du sens d'avoir des startups comme la nôtre qui viennent se positionner sur le marché et essayer de faire d'une pierre deux coups, à la fois d'avoir un business économique, un modèle économique rentable et améliorer la sécurité en orbite de manière générale. Donc chaque manœuvre d'évitement a un coût. La perte du satellite, au-delà des conséquences environnementales et potentiellement des conséquences en termes de responsabilité civile de la part de l'opérateur de satellite, il y a un coût. Le coût de la perte est bien sûr très important. Et à l'échelle d'une constellation, en fait, comme les constellations de satellites sont souvent au sein d'une même coquille en termes d'altitude, eh bien la perte d'un satellite va rendre les opérations beaucoup plus compliquées sur cette orbite-là, sur cette altitude-là, en tout cas pendant un petit moment, le temps que les objets rentrent. Donc voilà, nous on a été créé en 2017, on essaye de mettre en place des solutions qui vont vraiment dans le sens de la durabilité des opérations spatiales avec un impact au sol qui est minimal.
On a développé des technologies innovantes optiques. Alors la principale, il y a plusieurs difficultés, plusieurs challenges pour réussir à avoir des technologies optiques qui soient vraiment intéressantes. L'une d'entre elles, c'est la datation des images. Il faut que ces images soient datées de manière extrêmement précise pour qu'elles puissent être exploitables à des fins de trajectographie et de sécurité. Un autre challenge, c'est la réduction du champ de vue. Enfin, je pense qu'il y a un certain nombre d'astronomes dans la salle qui utilisent des télescopes. Les télescopes, ils ont généralement des champs de vue relativement réduits et qui ne permettent pas d'avoir une vue d'ensemble. Donc nous, on essaie d'utiliser les télescopes les plus grands champs possibles et de les utiliser de telle sorte qu'on puisse avoir une vue d'ensemble. Quelques petites questions très courtes, mais je comprends bien que vous utilisez vos propres stations optiques d'observation. Vous en avez beaucoup ? Aujourd'hui, on a 2 stations optiques, dont une qui est mobile. Là, notre station principale, elle est à l'Observatoire des Baronnies provençales, donc oui. en Provence. On connaît bien ici. Et on est en train d'installer notre prochaine station au Maroc, à côté de Doukaïmden, dans l'Atlas, oui. à 2800 mètres d'altitude. Et donc aujourd'hui même, en ce moment même, on assemble cette station à Paris, dans notre espace d'atelier à Paris. Donc c'est une station qui va comprendre 4 télescopes qui fonctionnent de manière coordonnée pour scanner le ciel. Donc la météo peut être un problème. Hein, donc la météo est un problème. Donc voilà, ça en fait les technologies optiques, elles sont extrêmement sensibles, elles peuvent être extrêmement précises si on arrive à avoir la bonne datation. Le souci, c'est effectivement le taux de réactivité donc, lié à la couverture nuageuse éventuelle et les alternances jour-nuit. Ouais. En vous écoutant, on se dit, mais ça devrait être un service public. Je blague un peu, mais vous justifiez en disant c'est une question d'indépendance pour la France, pour l'Europe. On a des outils, on suit quand même les satellites, on suit les débris avec des outils, je dirais, publics. Comment vous vous glissez dans ce schéma-là ? Alors aujourd'hui, les moyens publics, ils sont effectivement, il y en a. Il y a le radar GRAV notamment, qui est un outil de surveillance de l'espace et des orbites basses qui fonctionne très bien. C'est une station d'observation, qui est localisée sur le territoire français, donc qui ne permet pas d'avoir une couverture globale de la situation en orbite, notamment un certain nombre d'étages supérieurs d'Ariane qui ne sont pas suivis par le radar GRAV. Donc ça, c'est un peu un souci au niveau de la responsabilité de la France dans ce domaine-là. En complément, il existe un réseau de quelques télescopes d'observation, le réseau TARO, qui est opéré par le CNRS en collaboration avec le CNES, et qui permet de fournir des données essentiellement sur les objets géostationnaires et un petit peu sur les orbites moyennes également. Et ce sont des données publiques que vous récupérez et que vous insérez dans votre catalogue, si je puis dire, en temps réel, ou ce sont des choses séparées ? Alors, en fait, l'agrégation aujourd'hui, elle se fait surtout chez nos clients publics. Donc, par exemple, le CNES. Le CNES a accès aux données de GRAV, a accès aux données de TARO, a accès à nos données. Et donc, nous, c'est déjà comme ça qu'on travaille avec le CNES en tout cas. Et ensuite, nos autres clients à l'export, eh bien, ils ont accès à nos données. S'ils veulent avoir des accords avec d'autres fournisseurs de données, c'est possible pour eux. Et nous, dans tous les cas, on leur propose un certain nombre de services qui leur permettent de combiner ces données entre elles et de les exploiter pour leur cas d'usage précis. Avez-vous besoin d'identifier les objets eux-mêmes ? Parce qu'on entendait dans certaines tables rondes que une partie non nulle aujourd'hui de satellites n'ont pas d'immatriculation. Une grande part sont militaires. Certains sont extrêmement petits et ne sont pas déclarés. Enfin, c'est un peu comme la haute mer. On a l'impression que il y a une grande zone d'incertitude. Est-ce que vous avez besoin de les connaître ou simplement vous vous contentez, entre guillemets, de dire attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, pour prévenir vos clients ? Donc, comme vous l'avez vu sur l'image de la première slide, on n'arrive pas à résoudre les détails de l'objet. Donc, de ce point de vue-là, on n'arrive pas à les identifier, les caractériser. On ne fait pas d'imagerie, en fait. On fait vraiment de la trajectographie, éventuellement du suivi. On peut aussi faire du tracking, mais on ne résout pas en général les objets. On pourrait résoudre l'ISS dans une certaine mesure, mais ça s'arrête à peu près là. D'accord. Donc, nous, la caractérisation qu'on réalise, elle est vraiment à partir de la trajectographie. On compare les données entre elles, on regarde si les objets ont bougé par rapport aux estimations précédentes, s'ils sont dans le catalogue américain ou pas. Et donc là, on entre dans le domaine un petit peu sensible, le domaine de la sécurité et du domaine défense. Donc c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant, notamment à l'export, sur les informations qu'on communique à nos clients. Vous signez actuellement vous signez actuellement des contrats. Vous êtes très optimiste sur l'avenir de cette start-up ?
Oui. Oui. Oui, non, je suis optimiste. On a des clients depuis 2020. Donc aujourd'hui, on a une douzaine de clients, principalement en Europe et en Asie. On vient de créer notre filiale américaine pour pouvoir démarrer les activités commerciales aux États-Unis. Ça n'existe pas aux États-Unis? Alors, bien sûr qu'il y a des acteurs commerciaux, des acteurs gouvernementaux qui sont très actifs aux États-Unis, Ouais. mais il y a aussi un pouvoir d'achat qui est assez important dans le domaine, dans le domaine de la sécurité et dans le spatial. Donc non, c'est un marché évidemment qui est très important. Comme on a développé une solution qui est assez innovante, donc voilà, c'est celle-ci, ces stations d'observation multitélescopes qui sont des vrais systèmes de veille optique. Ça n'existe pas à travers le monde, y compris aux États-Unis. Donc c'est ça aujourd'hui qui intéresse, qui va permettre de produire de la donnée en masse et d'être compétitif sur ce marché. Bon, vous savez que vous avez le même problème que la plupart des stations amateurs ou professionnelles, c'est qu'il vous faut trouver un lieu où il n'y ait pas trop de turbulences, où le ciel soit bien dégagé et où il y ait une surveillance, je dirais, constante. Voilà, donc on choisit des sites qui sont optimaux, qui sont bien répartis à travers le monde. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut se permettre d'opérer les stations à distance. C'est des stations qui sont complètement robotisées. Il n'y a pas d'oculaire, donc c'est vraiment purement des astrographes. Donc oui, par contre, en termes de sites, là je vous parlais de cet emplacement au Maroc à 2800 mètres d'altitude, dans une région très reculée. On va s'installer au Chili également, qui est le grand centre mondial de l'astronomie, avec l'observatoire European Southern Observatory par exemple. Dans l'Atacama. Dans l'Atacama. On va s'installer en Australie, où on est en train de sélectionner un site. On a également un site sélectionné en Namibie. Donc voilà, on a un réseau. Ouais. D'ailleurs, je pensais que j'avais une slide à ce sujet. Voilà, donc ça c'est le réseau qu'on aimerait déployer d'ici 2026-2027, avec 6 sites à travers le monde, et dans chaque site, une station d'observation multitélescope, pour avoir une veille complète, une bonne couverture des orbites. Voilà. Merci beaucoup Romain, cher MySpace. Vous êtes combien aujourd'hui dans la société? On est 20 personnes. 20 personnes. Voilà, donc 14 ingénieurs et puis le reste pour administrer et vendre les solutions. Et vous êtes né il y a peu de temps finalement. Et on est né il y a 5 ans, en 2017. Donc c'est petit à petit, on fait partie des pionniers dans ce domaine commercial, et aujourd'hui le marché commence à être présent et à être au rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. L'autre, enfin c'est pas le seul, mais un point important est aussi celui des lanceurs, et en particulier on voit s'accélérer, alors c'est pas le cas malheureusement en Europe en ce moment, mais on voit s'accélérer le nombre de lancements un peu partout dans le monde. On a recensé, je crois, 62 agences spatiales dans le monde entier, et on voit apparaître des pas de tir un petit peu partout pour des tas de lanceurs. Et une des questions, Amaury Dufay, vous êtes chargé d'études New Space à l'Institut d'études de stratégie et de défense, c'est finalement, est-ce que ces lancements ont des impacts environnementaux? Est-ce que c'est pris en compte et est-ce qu'on travaille sur le sujet? Alors, justement, ça va être tout le sens de ma présentation, mais déjà, avant de commencer, j'aimerais rebondir sur ce que déjà vous disiez, Alain, sur le fait que ça pourrait être un service public. Moi, ce qui me frappait dans les présentations de Romain et de Christophe, c'est qu'il n'y a pas une slide où, alors moi je vois ça sous l'angle du stratégiste, mais c'est extrêmement dual. Si vous êtes capable de traquer des débris, vous êtes probablement capable aussi de traquer des satellites. Si vous êtes capable de faire en sorte que Starlink soit moins visible, vous êtes probablement aussi capable de faire en sorte que vos satellites militaires soient moins visibles. Et on parlait notamment de Cosmos, je me souviens que c'était il y a un an, c'était concomitamment à une conférence qu'on avait fait à l'IESD justement sur l'architecture EUSST. Et moi, je m'interroge vraiment, quand j'entends par exemple les chiffres de 100 000 ou 300 000 satellites, je me demande dans quelle mesure ça relève d'une stratégie délibérée d'appropriation de certaines orbites. Parce qu'à la fin, on peut se poser la question, quand une orbite est saturée comme ça, est-ce que finalement, ce n'est pas une appropriation de fait? On occupe la place, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Bon, mais je vais revenir à ma présentation. Vous répondez à ma question. Voilà. Tout à fait. Oui, alors effectivement, justement, ça va être mon premier point. Hop. Je ne sais pas, c'est quel bouton pour aller? Ah oui, parfait. Ok, très bien. Il y a d'abord, ma première partie, ça va justement être qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas. L'impact environnemental d'un lancement, il peut être de plusieurs sortes. Vous pouvez avoir une pollution qui est au niveau du sol. On peut parler par exemple des pollutions tout simplement acoustiques. On peut parler aussi des pollutions comme carburant. Et puis il y a effectivement les pollutions atmosphériques.
notamment lors des phases d'ascension. Alors à ce moment-là, vous avez 3 types de pollution possibles, finalement. Vous avez une dégradation de la couche d'ozone qui peut être possible, hein, parce que dans les traînées des fusées, suivant le carburant que vous utilisez, vous avez différents composants qui sont relâchés dans l'atmosphère. Donc ça peut être de l'acide chlorhydrique, ça peut être d'autres formes de chlore, de l'hydrogène gazeux, parfois de l'alumine, ce genre de choses. De la même manière, il peut y avoir aussi certains rejets de carbone, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, qui peuvent avoir un effet sur la couche d'ozone. Ensuite, vous pouvez avoir effectivement, vous vous en doutez, peut-être une aggravation de l'effet de serre. Là aussi, ça dépend des carburants qu'on utilise dans les fusées, mais en quelque sorte, là, pour le coup, ça peut être mesurable. Pour mesurer, en quelque sorte, la propension d'un facteur à aggraver le réchauffement climatique, on utilise la notion de forçage radiatif. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? En gros, c'est voilà, tout simplement la capacité d'un facteur à aggraver le changement climatique. En l'occurrence, pour celle des fusées, c'est relativement faible, c'est 0,008% de tout le forçage radiatif de l'industrie émettrice de carbone. Voilà. Bon, ceci dit, c'est peu, mais si on passe... Là, actuellement, on est autour de 150 à 200 lancements par an. Si on passe autour de 1000 lancements par an, ce qui est... Ça fait x4, mais ce n'est pas totalement de la science-fiction non plus. On pourrait arriver à un bilan carbone qui serait à peu près équivalent à celui de l'aviation subsonique civile. Et enfin, le dernier impact, ce sont bien sûr... alors, bien sûr, non. Ça peut former des nuages en haute altitude, les lancements. Voilà, donc ça peut influencer sur la météo. Maintenant, ça... c'est la théorie. Dans la pratique, en fait, on a d'énormes difficultés pour mesurer l'impact des lancements est extrêmement difficile. On peut étudier la composition des rejets des fusées, mais la manière dont ces composés interagissent avec l'atmosphère, par contre, est extrêmement mal connue. Par exemple, on n'a aucune étude d'impact, par exemple, enfin, ou très peu, sur l'étude d'impact, par exemple, des carburants métallox, c'est-à-dire le méthane, l'oxygène, qui est l'avenir de la réutilisation. En tout cas, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent là-dessus. On n'a pas beaucoup de données. Voilà, donc tout n'est pas très bien compris. Il y a aussi l'impact des rentrées atmosphériques. Qu'est-ce que ça fait? Bon, du coup, là, Christophe expliquait que voilà, il y a à peu près les 3/4 qui brûlent dans l'atmosphère. Concrètement, ça ne disparaît pas. Ça devient quelque chose. Bon, et ce manque d'études d'impact, en fait, il a un impact politique qui est immédiat. C'est que, du coup, comment on peut réguler un impact environnemental pour lequel il n'y a pas, du coup, de consensus scientifique parce que, en fait, ce n'est pas assez étudié, et pour lesquels il n'existe pas d'unité de mesure uniformisée. Et là-dessus, ça devient encore plus stratégique parce que, généralement, l'industrie spatiale, elle est hautement stratégique et elle est couplée à des intérêts stratégiques que les États, des intérêts régaliens, que les États protègent. Donc, voilà, on arrive quand même assez rapidement à une limite concrète pour la prise en compte, quoi. Alors, bien que l'industrie spatiale ne soit pas la plus polluante, malgré ça, le fait que l'industrie spatiale a quand même une sensibilité qui est très particulière à tout ce qui est aléa politique. Les efforts spatiaux, ce n'est pas du tout acquis, que ce soit auprès des dirigeants politiques ou auprès même de la population. Surtout quand il y a des temps de crise, la légitimité des efforts spatiaux est extrêmement fragile. Donc du coup, en fait, on ne peut plus faire l'économie aujourd'hui, quand on est un acteur du spatial, des critiques environnementales. Donc il faut les prendre en compte. Alors, comment on fait? Voilà. Ça, du coup, c'était la partie ce qu'on ignorait. Voilà. Tac. Du coup, que ce soit des arguments économiques, environnementaux ou moraux, la légitimité des efforts spatiaux est quand même très attaquée. Et aujourd'hui, dire que les satellites contribuent par exemple à la lutte contre le réchauffement climatique, à la surveillance du climat, ça ne suffit pas. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'industrie spatiale s'adapte, et ça se fait dès les phases de conception. En matière de lancement conventionnel, ça se joue, la diminution de l'impact environnemental des lanceurs, je dirais, se joue entre 2 ou 3 niveaux. Le premier, déjà, c'est, je dirais, globalement, ça concerne le cycle opérationnel, c'est-à-dire
la production, le lancement et ce que ça devient après, y compris des caractéristiques comme par exemple l'efficacité des moteurs, le type de carburant utilisé, ce genre de choses. Au niveau des chaînes de production, on peut les optimiser. On peut les optimiser pour qu'elles consomment moins d'énergie, on peut les optimiser aussi pour qu'elles consomment moins de matières premières. Et d'ailleurs, en la matière, là, sur ce sujet, je trouve que c'est très compatible avec les impératifs de compétitivité. Donc de ce point de vue-là, je pense que par exemple les fabrications additives a une véritable pertinence. Maintenant, voilà, aussi également, le lanceur peut utiliser des carburants avec un bilan carbone ou un bilan énergétique avantageux, sachant que là aussi, on va sortir à des limites à la fois techniques et politiques. Au plan technique, je dirais que le moins pire actuellement, c'est le mélange hydrogène-oxygène, parce que du coup, la combustion, c'est de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, mais par contre, il a une demi-vie qui est de quelques jours, là où le CO2, je crois, a une demi-vie qui se compte en siècles. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même. Mais là aussi, il va y avoir un problème politique, c'est que souvent les carburants sont liés au complexe spatio-industriel d'un pays. Et là, ça varie selon justement les pays. En Chine, là où le complexe spatio-industriel est éminemment lié à l'industrie de l'armement, l'exigence militaire va faire qu'on va utiliser des carburants qui sont les mêmes que pour les missiles balistiques, et donc on se retrouve assez rapidement avec des carburants comme l'hydrazine, l'UDMH ou d'autres abominations. En France, en Europe, on a un problème. Alors, en France, on favorise quand même beaucoup l'hydrolox. Néanmoins, sur Ariane, il y a les boosters à poudre. Et là aussi, les boosters à poudre, il y a quelque chose de très simple, c'est qu'en fait, ce sont sensiblement les mêmes technologies qu'on utilise sur nos missiles balistiques pour nos sous-marins nucléaires. Donc, je pense qu'il va falloir, dans la stratégie industrielle, au bout d'un moment, convaincre non seulement l'industrie spatiale, non seulement la population, mais aussi un certain nombre d'enjeux de défense, d'enjeux militaires. Bon, maintenant, il y a des approches qui sont plus radicales. On n'est pas obligé d'utiliser forcément que du carburant. Aujourd'hui, le New Space permet de débloquer des technologies dont, je crois, le développement aurait été en quelque sorte trop risqué pour être tenté par un acteur historique avec un soutien national et dépendant du politique. C'est beaucoup plus facile de développer quelque chose que vous financez indirectement et vous n'assumez pas les risques, plutôt que si vous assumez vous-même les risques, on risque de vous remettre en cause le financement. C'est d'ailleurs pour ça que SpaceX peut se permettre de faire exploser ses prototypes, alors que le SLS, s'il explose, je pense que le programme est terminé. On saura ça dans quelques jours. Je croise les doigts, surtout qu'il a traversé un ouragan récemment. Bref, pour en revenir, voilà, SpinLaunch, exemple typique, je dirais, de start-up du New Space qui permet de développer une alternative aux premiers étages. Ce que vous voyez là, cette sorte de roue, c'est une centrifugeuse. L'idée est d'accélérer à l'aide d'une centrifugeuse, sur le même principe d'une sonde, un mini-étage de lanceur, un étage supérieur, enveloppé dans une gangue aérodynamique, de l'accélérer, donc les accélérations sont très fortes, on parle de 10 000 G, et de le propulser comme ça dans la haute atmosphère, en lui donnant un maximum de vitesse initiale possible, pour qu'après il n'y ait plus que l'étage supérieur et pour pouvoir circulariser l'orbite. Dans ce cas-là, vous n'avez plus l'impact du carburant, il n'y en a plus, en tout cas pour le premier étage, et ça se limite à l'impact environnemental de l'électricité que vous produisez, pour peu que l'électricité soit bas carbone. Voilà. D'autres solutions sont tout aussi radicales et un peu plus innovantes. Je suis surpris d'ailleurs qu'on ne le voit pas plus, c'est le concept des crochets orbitaux. Il s'agit de câbles qui sont tendus dans l'espace. Ce n'est pas comme un ascenseur spatial. Là, il n'y a pas besoin, les facteurs de charge, de tension, les contraintes font que ce sont des câbles qu'on peut construire avec des matériaux existants. Ce sont des câbles donc, qui sont en orbite, ils tournent autour de la Terre et ils tournent sur eux-mêmes. Du coup, à chaque extrémité plonge tour à tour dans l'atmosphère, et à ce moment-là, il devient possible, pour un étage supérieur de fusée, de s'accrocher au câble et d'être placé sur orbite avec
ingénieux système de contrepoids. Ça a déjà été démontré avec des démonstrateurs. Là, vous voyez par exemple à droite, c'est une image de démonstrateur qui avait été lancé avec un lanceur Titan dans les années 60. Voilà, donc ça ne demande pas enfin, comment dire, ce sont des technologies qui sont connues et qui sont relativement accessibles, j'ai envie de dire. Bon, à court terme et à moyen terme, cet argument de l'écologie, ça peut devenir un véritable argument de communication pour les acteurs. Et à ce moment-là, l'enjeu, on bascule d'un enjeu qui est, on va dire, technique, technologique, à un enjeu qui est éminemment politique. Et je me faisais la réflexion en préparant l'intervention. Finalement, c'est assez intéressant de voir à quel point les débats sur l'espace et son éthique reflètent les époques. En 1977, non, c'est ça, c'est en 1960, Lyndon Johnson coupait les budgets d'Apollo pour investir dans son projet de grande société américaine. Donc là, on était clairement sur des préoccupations d'inégalité sociale, d'inégalité ethnique. Après 1977, vous avez le discours de Jimmy Carter sur fond de crise énergétique. On était en plein boom pétrolier, choc pétrolier. Et il disait qu'il faut investir dans ce qu'on appelle les Solar Power Stations, c'est-à-dire ces satellites géants en orbite qui permettraient en fait, d'avoir une électricité solaire en permanence. Et pareil, après, dans les années 80, Ronald Reagan, lui, préconise de militariser l'orbite face à la peur des missiles soviétiques. Là, aujourd'hui, les débats, c'est comment faire en sorte que l'espace soit compatible avec l'environnement. Voilà, c'est une petite réflexion. Mais dans le fond, pour les responsables de programme, anticiper du coup les évolutions de ce débat, ça devient vraiment crucial. Parce que si vous n'avez pas le soutien du public, vous n'avez pas le soutien du politique. Si vous n'avez pas le soutien du politique, vous n'avez pas de soutien financier derrière. Voilà. Et le problème, c'est que le domaine spatial, je ne sais pas s'il y a une petite blague qui circule souvent, la meilleure manière de terminer milliardaire dans le spatial, c'est non, c'est ça. La meilleure manière de terminer millionnaire dans le spatial, c'est de commencer milliardaire. Voilà. Donc, il faut le soutien de l'État. Et derrière tout ça, finalement, il y a aussi un enjeu, je dirais, pour élargir, ça sera un peu mon ouverture. Il y a un débat, maintenant, aujourd'hui, entre les tenants de solutions terrestres à nos problèmes terrestres et ceux qui pensent que l'espace, l'exploration spatiale doit avoir un rôle à jouer dans les solutions à donner. Et là, c'est un débat qui n'est pas du tout anodin. Parce que si on décide que les solutions à nos enjeux environnementaux doivent être géocentrées, du coup, on répond en fait à aussi une autre question, le problème du paradoxe de Fermi. C'est-à-dire que la non-détection de civilisations technologiques autres que la nôtre, finalement, ça ne s'explique pas par des limites, on va dire, techniques au voyage interstellaire, mais ça s'explique par des choix civilisationnels qui sont parfaitement volontaires, assumés, pesés, assumés par la classe politique. Et personnellement, je trouverais que ce serait une belle ironie, en tant que seule espèce capable de vivre en dehors de sa biosphère, d'être aussi la seule à ne pas le faire. Voilà. On passe à côté de solutions, je pense, si on abandonne les efforts spatiaux. Merci beaucoup, Amaury, pour cette conclusion et cette ouverture que vous faites sur le paradoxe de Fermi, dont vous savez très bien qu'il y a de nombreuses solutions, mais celle-ci est particulièrement pertinente. Et je veux conclure juste par une dernière question posée à Vincent. Ben oui. Pour boucler peut-être avec le fil de Méliès, et puis ce qui vient d'être dit là, est-ce qu'à votre avis, vous qui travaillez vraiment avec un public pour Zefalto sur ce sujet, est-ce qu'il est aujourd'hui socialement acceptable et possible de continuer les voyages dans l'atmosphère et dans l'espace sans tenir compte des questions environnementales ? Est-ce qu'on est capable, de manière générale, de ne pas tenir compte de l'environnement? Je pense qu'aujourd'hui, en 3 ans, j'ai vu la réponse possible évoluer de manière extrêmement forte. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, on aurait pu se poser la question réellement. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est accepté de ne pas se poser la question. Je pense que la réponse est que c'est impossible de décorréler les deux.
Après, il y a toujours une tension entre le fait de vouloir explorer et le fait d'être émerveillé par quelque chose. Et accepter de se réguler soi-même dans son ambition, ou accepter d'être régulé par une autorité, et donc accepter cette autorité, on a très rarement freiné l'exploration humaine. Alors, ce serait un merveilleux pas si tout d'un coup, on acceptait de réduire l'ambition humaine au nom, finalement, d'une survie à long terme, mais ça veut dire qu'il y a une conscience générale, et je pense que là, on soulève un très très beau défi. C'est magnifique, parce que peut-être cette conscience émerge, et on commence à voir l'aube de ce temps. Mais d'un point de vue historique, je n'ai pas l'impression que c'était pour l'instant quelque chose qui nous est porté. Donc magnifique, je trouve que c'est un tremplin superbe, et hâte de voir comment les prochaines années vont se dévoiler. Merci beaucoup, messieurs, pour la qualité et la densité de nos échanges. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.